va parler des femmes, et on va parler donc plus précisément, évidemment, des ouvrières en soie, des dévideuses, de celles qui travaillaient dans l'industrie de la soie. Et puis aussi, ça c'est obligé, on va essayer de voir aussi quelle était la situation des femmes au XIXe siècle. Il y a quand même des choses qui ont changé, il y a des choses qui, vous verrez, sont restées. Et puis on finira par faire connaissance avec quelques-unes d'entre elles qui ont beaucoup travaillé à l'émancipation des femmes, qui ne sont pas forcément connues, mais ça, on commence à avoir l'habitude dans ce domaine-là, de ne pas avoir des boulevards, des places, des rues, et même pas des impasses. Donc voilà, Eugénie Duboyet, enfin du Buisson, etc., des gens qui ont quand même marqué leur époque en ce qui concerne les ouvrières et les ouvriers. Voilà. Alors, une chose est certaine, c'est que les femmes, dans l'industrie de la soie, dans ce qu'on appelle la fabrique, sont très présentes. Alors, il y a déjà l'aspect, la structure économique de l'industrie de la soie qui fait des ateliers familiaux, et qui dit ateliers familiaux, la présence automatiquement de l'épouse, du maître tisseur, du chef d'atelier. Donc elles vont être présentes. Et puis aussi, les professions sont partagées. On trouve aussi bien des tisseurs que des ouvrières en soie. Hein, il y a comme ça, il n'y a pas uniquement quelque chose qui est réservé, un peu plus peut-être le tissage, notamment avant la mécanique jacquard, parce qu'il était extrêmement pénible. Le métier à bras, on va trouver davantage d'hommes, mais après jacquard, on va trouver beaucoup de tisseuses qui vont faire exactement le même travail que le tisseur. Et puis il y a toutes les autres professions très nombreuses qui sont autour du domaine de la soie. Hein, alors vous avez, je vais en citer quelques-unes, parce que c'est toujours intéressant de connaître un peu mieux, parce qu'on a toujours dans la tête que le canut, que l'industrie de la soie, c'est tissé, des carrés Hermès très chers. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc il y a des tas de métiers dans cette industrie de la soie que parfois on ne connaît pas du tout. Par exemple, il y a les appareilleuses. Et les appareilleuses, c'est des ouvrières qui installent les lisses, c'est-à-dire les fils munis d'un maillon où passent les fils de la chaîne. Voilà, je ne vais pas vous faire une démonstration parce que bon, c'est pas évident. Voilà, mais c'est un métier, une spécialisation à l'intérieur de la fabrique. Il y a aussi les canoteuses. Alors ça, c'est plus facile à comprendre. C'est évidemment les ouvrières qui confectionnent les canettes. Hein, la canette étant la pièce que l'on met à l'intérieur de la navette. Elles sont aussi appelées canetières. Hein, donc c'est canoteuses ou canetières. Il y a les dévideuses. Ça, c'est important. Les dévideuses, c'est la soie prête au tissage arrive chez le fabricant en écheveau, hein, donc en fil comme ça. On les appelle flottes. Voilà. Le travail de la dévideuse consiste à enrouler cette soie sur des bobines de bois appelées roquets. Elle travaille parfois à domicile, mais plus souvent chez le fabricant. Voilà, ça, les dévideuses, c'est important parce qu'on en reparlera au moment où je parlerai d'un peu des conditions de travail, et notamment en ce qui concerne la santé, parce que les dévideuses sont très très exposées à un certain nombre, et notamment la phtisie, la tuberculose des poumons. On en reparlera. Il y a la guimpière. Le guimpage, c'est l'enroulement d'une lame métallique sur un fil d'âme en coton, en soie ou en chape. La lame métallique est souvent en or ou en argent. La guimpière est l'ouvrière qui fabrique ce fil. Donc, encore une autre profession. Vous avez également la moulinière, qu'on appelle aussi l'ovaliste. Alors, j'en parle un peu parce que une des grandes grèves du XIXe siècle va se dérouler chez les ovalistes. Hein, mais on en parlera un peu plus. Donc, l'ovaliste, c'est l'ouvrière dont le travail consiste à donner la torsion au fil de soie afin de le rendre plus résistant. Le nom est dû à la forme ovale des roues des moulins. Il y a la remetteuse. C'est la remetteuse, elle participe à la mise en main du métier, au démarrage d'une nouvelle pièce. Elle passe les fils de chaîne
préparés par l'ourdisseuse dans les mailles de remise. Voilà, c'est très technique. Hein. Voilà, c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, il ne faut pas se contenter de canuses comme ça, on va les appeler comme ça, qui font tisser, etc. Il y a des spécialisations, donc pour ça, il y a un apprentissage. Hein, parce qu'on ne devient pas comme ça ourdisseuse ou ovaliste du jour au lendemain. Donc il y a un apprentissage. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur même de la fabrique, il y a l'apprentissage du tissage lui-même, traditionnel en quelque sorte, mais en même temps il y a aussi l'apprentissage des autres métiers. Et c'est pour ça que quand on lit l'écho de la fabrique et notamment les comptes rendus des conseils de prud'homme, il est souvent, très souvent question des apprentis, parce que c'est quelque chose d'important dans la fabrique. Hein, c'est pas quelque chose à part comme aujourd'hui. Bon, voilà. Là, c'est vraiment lié, extrêmement lié. Oui, alors je disais, donc on parlait un peu du moulinage. C'est en 1863 qu'il va y avoir cette fameuse grève des ovalistes qui va se dérouler à Dunières. Et là, il y a 80 ouvrières qui vont faire la grève pendant 20 jours. Attention, on est en 1863, hein, on est sous Louis-Napoléon Bonaparte. Et elles vont obtenir une diminution du temps de travail et une augmentation des tarifs. Ça, c'est très important parce que ça va marquer beaucoup le mouvement ouvrier, des ouvrières, le mouvement féministe ouvrier, qui vont voir dans cette grève des ovalistes un exemple, hein, une possibilité effectivement. Les grèves ne sont pas uniquement l'apanage des hommes, hein, les femmes aussi peuvent effectivement se battre et obtenir des améliorations de leurs conditions de travail. Quelques exemples pour montrer que les professions sont différentes, et on peut également voir que dans les chefs d'atelier, ceux qui sont donc propriétaires des métiers à tisser, il y a également des femmes. Alors, elles sont certainement moins nombreuses que les hommes, hein, ces chefs d'atelier, mais ça existe. Hein. Il y a par exemple Madame Cellu. Alors, Madame Cellu, à la Croix-Rousse on la connaît bien parce qu'elle a une rue. Et comme les rues à qui on a donné des noms de femmes, c'est plutôt rare, hein, il n'y en a pas beaucoup. À la Croix-Rousse, il y en a 2. Et puis ailleurs, parfois, il n'y en a pas du tout. Donc c'est intéressant. C'est un peu la femme type de l'époque des canuts dans la première partie du 19e siècle. Son parcours, elle est née en 1781 à Lyon. Elle est la fille d'André Cellu, qui est déjà marchand fabricant d'étoffes de soie, et de Catherine Comarmot. Elle appartient donc à une famille de tisseurs de soie. D'ailleurs, son frère Louis était lui aussi chef d'atelier. Elle va se marier avec un propriétaire de terrain. Ça, c'est plutôt rare. Jacques Ray, tout en gardant son métier de canuse. Et en 1827, son époux fait tracer la rue, qui portera longtemps son nom, c'est aujourd'hui la rue Justin Godard. Et elle va donc décéder en 1846 dans son domicile Monterrey. Donc c'est pour montrer que y a on est toujours un peu dans une continuité au niveau des professions. Souvent, le père ou la mère sont déjà dans le monde du tissage. Il n'y a pas de rupture. C'est très rare de venir de l'extérieur. Voilà. Les femmes sont également présentes aux côtés des maris. De leurs maris. Elles sont dans un certain nombre de luttes, on le verra, mais également quand il y a des problèmes et que les jugements qui sont obligés de passer devant les prud'hommes, souvent les femmes sont présentes. Et par exemple, la dame Richard, représentant son mari, fait valoir le peu de bénéfices qu'offre le moulinage aujourd'hui et dit ne pouvoir payer plus de 36 francs par mois. C'est une dette, hein, ça passe, c'est
un problème entre le sieur Cazet et le sieur Richard, mais c'est Madame Richard qui va défendre effectivement son mari dans ce qu'il réclame, voilà, ou plutôt ce qui lui est réclamé. Elle se fait en quelque sorte l'avocate de son époux. Ça, on va le retrouver très souvent. Alors, c'est évident qu'il y a comme ça la représentation au Conseil des prud'hommes, mais il y a aussi les autres tâches des épouses. Il faut, comme la structure est familiale, et que si le chef d'atelier a 4 ou 5 métiers, il faut bien savoir qu'il va y avoir 2 ou 3 ouvriers en soi, ou ouvrières en soi, plus les enfants, et tout ça, ça mange, tout ça, il faut préparer, tout ça, il faut laver les chemises, les blouses, etc. Ça incombe à la femme du chef d'atelier. Donc, vous voyez que, c'est des journées bien remplies. Parce que non seulement il faut s'occuper de la structure économique de l'atelier familial, mais en même temps, évidemment, les tâches quotidiennes, journalières des épouses. Et ça, bon, c'est aussi encore souvent aujourd'hui. Il y a aussi au niveau des enfants, en bas âge, elles vont très souvent avoir la possibilité d'allaiter leurs enfants. Et par exemple, dans la journée, elles vont la plupart du temps s'absenter 2 fois pour allaiter leur enfant qui est en crèche. Et très rapidement, dans le milieu canu, il va y avoir création de crèches, afin de permettre, comme on est quand même dans une seule salle, d'éviter que le nourrisson reste dans cette atmosphère un peu confinée, même très confinée, avec le bruit, des métiers à tisser, etc. Donc il les place en crèche. Et souvent, le canu préfère les placer en crèche. Alors à la Croix-Rousse, vous avez la crèche Saint-Bernard, plutôt qu'à la campagne. Puisqu'ils vont d'ailleurs s'apercevoir qu'il y a plus de décès d'enfants à la campagne que dans les crèches urbaines. Ils sont d'ailleurs très fiers, au niveau des statistiques de la crèche Saint-Bernard, de prouver qu'en 1870, il y avait seulement 10% de décès d'enfants de moins de 2 ans. C'est un progrès énorme par rapport au milieu rural où chez les nourrices, où il y a souvent 20 ou 30% de décès. Il y a une mortalité infantile très importante. On a tendance aujourd'hui à l'oublier. Et dans le calcul des possibilités de vie, ça compte. Plus vous avez de décès d'enfants et plus effectivement l'âge descend. Elle participe aussi énormément à la discussion des tarifs avec le négociant. Puisque on ne va pas reprendre la révolte des canuts, où on s'aperçoit que les tarifs collectifs sont repoussés, il n'y en aura pas, donc ça continue. Il y a une négociation, un gré à gré, en ce qui concerne les tarifs. Et bien très souvent, c'est l'épouse qui va descendre au pied de la colline de la Croix-Rousse, rue des Capucins ou ailleurs, pour discuter en disant c'est trop bas, il faut augmenter, etc. Ça va même d'ailleurs conduire souvent, quand c'est par exemple des jeunes femmes ou des jeunes filles du chef d'atelier canu, à faire ce travail-là, à des choses pas très convenables de la part des commis des maisons de soierie. C'est eux qui, le négociant, il y en a qui font travailler plusieurs centaines de canuts, donc ils ne sont pas toujours présents. Donc il y a des commis, délèguent leur pouvoir aux commis, qui eux donc, vont fixer le tarif, également le travail. Et là, évidemment, il y a un chantage au niveau des femmes qui est très fort. Et on a comme ça des exemples où effectivement, c'est pas du tout évident d'aller discuter avec des commis qui vous disent alors, qu'est-ce que tu fais ce soir si tu veux avoir ton tarif augmenté ou si tu veux simplement avoir du travail. Alors, il y a cette présence au niveau du travail, mais aussi au niveau des idées, qui sont en permanence dans l'esprit des canuts.
des gens de la fabrique. Et par exemple, il va y avoir toute une démarche des Saint-Simoniens qui vont être très présents à Lyon. Et dans les banquets des Saint-Simoniens, vous savez qu'une des modes comment dire, d'échange d'idées, il faut bien imaginer que les associations sont interdites. On ne peut pas, comme ça, créer une association et en discuter, et discuter entre personnes. Donc il faut trouver des moyens. Et le banquet est très présent. D'ailleurs, enfin, pendant très longtemps, hein, sous la Troisième République, il y avait toujours des banquets républicains. Ils ont essayé d'ailleurs de remettre ça en ce moment, mais enfin bon, ça ne marche pas tellement. Mais à l'époque, voilà, surtout chez les radicaux, qui d'ailleurs aimaient bien Cassoulet. Enfin bon. Donc il y avait ces banquets, et les Saint-Simoniens vont faire des banquets. Et dans les banquets, il y a autre chose de très très important, c'est les toasts. Comme on ne peut pas discuter librement, il faut savoir que quand il y a des banquets comme ça, il y a la police qui est présente, qui écoute, etc. Les rapports vont être faits, ça va servir beaucoup. Hein. Eh bien, le moyen, c'est de faire un toast et on s'adresse aux gens, à une personne, etc., à une classe ouvrière, enfin, toute cette démarche-là. Et, par exemple, il y aura un toast en 1832 lors du banquet saint-simonien. Le toast, c'est à l'amélioration morale, intellectuelle et physique de la classe pauvre, l'émancipation pacifique du peuple et l'affranchissement de la femme. Donc c'est au cœur du problème des Saint-Simoniens. On n'a pas le temps là de discuter des Saint-Simoniens. Simplement savoir qu'un des Saint-Simoniens est plus connu, enfin, à Lyon, il y en a un, c'est Arlès Dufour, qui va donc être, notamment avec Germain, le créateur du Crédit Lyonnais, et également, surtout peut-être, de la Société professionnelle d'enseignement du Rhône, la SEPR. C'est lui qui, effectivement, l'a créé. Et puis, il va travailler à un moment donné avec Ferdinand de Lesseps, qui est lui aussi saint-simonien, et le creusement du canal de Suez participe vraiment directement à la doctrine saint-simonienne. Il y aura des problèmes avec les Saint-Simoniens qui vont très rapidement avoir une structure de secte, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va y avoir un père, il va y avoir des apôtres, et là, ça ne va pas plaire aux canuts qui sont, pour la plupart, très, très croyants au niveau du catholicisme. Donc ça les inquiète assez. Mais enfin, bon, les Saint-Simoniens, et les canuts d'ailleurs tourneront davantage chez vers les fourriéristes, qui eux vont tenter de créer les fameux phalanstères, hein, où il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur de la structure de production. Mais ça sera plus difficile. Et un autre toast, tant que la guerre a été l'action dominante dans l'humanité, la femme a dû être subalternisée. Maintenant que la volonté de Dieu et que la paix règne entre les hommes et les peuples, il faut que la femme soit libre dans l'expression de son amour, afin que sa parole puisse agir dans toute sa plénitude. Femmes, le moment est proche où vous serez les égales de l'homme. Bon, voilà, 1832. Il faut encore un peu de temps, mais ça va venir, vous allez voir. Comment ? Voilà, c'est ça, ça avance, ça grimpe pas. Non, mais dans le mouvement l'émancipation des femmes, il y a eu des avancées, et c'est très curieux, il y a après des reculs. Et on a cette impression-là, chaque fois, avancer, recul. Avancer à la libération, droit de vote, etc. Seulement, il y a du recul aussi, parce qu'elles ne sont pas libres d'avoir des chéquiers comme elles veulent, toucher les allocs, etc. Il faut voilà. Alors, évidemment, elles vont être, ces femmes, très présentes lors des événements de novembre 1831. Et évidemment, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas que des hommes qui se battent. Les femmes sont très présentes et elles ne font pas simplement que soigner les blessés, ce qu'elles font effectivement, mais certaines le font, mais elles vont, et beaucoup vont périr sous les balles de l'armée ou de la garde nationale des négociants. Alors, bon, après tout, on peut aussi rendre un peu hommage à ces victimes, les connaître, les matérialiser un peu plus. Alors, il y a Marie-Adèle Louise d'Albaut,
30 ans. Il y a Louise Desbois, qui est ouvrière en soie, qui a 22 ans, qui est décédée. Angélique Durand, ouvrière en soie, qui a 63 ans. Ça, c'est intéressant parce que souvent, on a une image comme ça de jeunes descendant la montée de la Grande Côte pour se battre contre la garde nationale. Il n'y a pas que des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, hein, c'est vrai. Il y a même des très très jeunes qui vont mourir. Mais il y a aussi, vous voyez, 63 ans, et à l'époque, 63 ans, c'est pas mal. Hein. Il y a Françoise Bérard, qui est ouvrière en soie, là, j'ai pas l'âge. Marie-Joséphine Miègre, 33 ans. Benoît Hollard, 65 ans, qui est journalière. Alors ça aussi, hein, ne pas croire, mais je l'ai peut-être déjà dit, ne pas croire que dans la révolte des canuts, il y a strictement que des canuts. Non, c'est beaucoup plus large que ça, puisque les gens aussi saisissent bien qu'à travers ce combat-là, il n'y a pas exclusivement le problème du tarif. Il y a quelque chose de plus profond, et puis eux aussi dépendent un peu de la prospérité des canuts, de l'industrie de la soie, etc. Il y a Jeanne-Rose Richard, 31 ans, et Louise Vacher, 32 ans, ouvrière en soie. Donc elles ont quand même payé également un lourd tribut à cette révolte des canuts. Elles vont être présentes aussi, beaucoup de discussions autour de l'éducation. Alors il y a une éducation, c'est vrai. Les fils de canuts vont à l'école, ils vont en alternance avec l'apprentissage, mais malgré tout, il faut être réaliste, l'apprentissage au niveau des filles s'arrête beaucoup plus rapidement. Donc les garçons peuvent aller assez loin. Ils vont pouvoir n'entrer vraiment dans le domaine de la production qu'à partir de 12-13 ans. Les filles, très souvent, vont entrer dans la production plus près de 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage au niveau de l'apprentissage, quoi. Et alors il va se développer, notamment grâce aux Saint-Simoniens, des cours du soir, voilà, qui permettront donc aux gens d'apprendre un peu mieux. Par exemple, il y a là, par l'église de Lyon, il s'appelle l'église saint-simonienne, nous prévenons le public que mercredi 3 octobre, nos cours gratuits de mathématiques et de tenue de livres commenceront à 8h et demie du soir, rue Masson, au numéro 17, cours Pitra. Les hommes et les femmes y seront indistinctement admis. C'est intéressant parce que d'une part, souligner indistinctement admis, ça veut dire qu'ailleurs, c'est pas évident, et que là, c'est directement lié à l'industrie de la soie puisque c'est mathématiques et de tenue de livres. C'est-à-dire les livres, c'est très administratif aussi. Il y a une partie très administrative. Il ne faut pas croire qu'on a inventé la bureaucratie. À cette époque, c'est même pire parce que les ouvriers et les ouvrières ont des carnets où tout est noté parce qu'on ne peut pas travailler n'importe où, n'importe comment. Hein. Même si les corporations ont été supprimées, il faut avoir un carnet où c'est marqué et si avec tout ce que vous avez touché, ce que vous devez, etc., ce que vous faites, c'est très surveillé tout ça. Donc il faut pouvoir apprendre rapidement toutes ces formalités qui font partie du quotidien des femmes et des hommes de l'industrie de la soie. Voilà. Alors on va venir parler un peu de la condition féminine du 19e siècle. Et là, j'ai un texte qui est vraiment très intéressant. C'est une lectrice de l'Écho de la Fabrique et qui n'a pas signé. Elle signe une abonnée. Mais je trouve que c'est un texte extrêmement intéressant qui vraiment montre bien l'état d'esprit de cette époque et notamment, c'est un texte qui est de 1833 et notamment chez les femmes. Alors elle écrit au rédacteur en chef qui à ce moment-là est Marius Chastain. Elle écrit voilà: Monsieur, c'est une grande et belle cause que celle qui se débat en ce moment, solennelle. C'est la cause de l'humanité. C'est le droit au travail, droit sacré du peuple qu'il est temps à la fin de reconnaître et de sanctifier. Alors, des compliments au niveau de l'Écho de la Fabrique, et puis elle continue. C'est une femme qui vient vous payer le tribut de sa sympathie, mêler sa faible voix
aux accents de la voix populaire qui dit « union et liberté ». La cause de la femme n'est-elle pas tout entière dans le progrès de l'humanité? C'est à nous, prolétaires féminins, qu'appartient la large part des misères humaines, des droits faussés, méconnus. À nous donc aussi la plainte et l'espoir d'un meilleur avenir. Quel a été notre sort jusqu'à ce jour? Quel est notre partage? Que sommes-nous, nous, la moitié du genre humain? Hélas, le voici, dans l'état sauvage des victimes, dans la barbarie des esclaves, et dans notre civilisation tant vantée de grands enfants que tour à tour l'on caresse ou l'on opprime. Est-ce bien là notre destinée? Hommes qui nous répétaient sans cesse que la nature fut pour nous prodigue de ses dons, dites, avons-nous bien tout le lot qui fut mis pour nous dans la balance? Vous croyez-vous juste envers nous? Ah, vainement voudriez-vous l'être. Dans l'ordre subversif qui gouverne le monde, la femme doit souffrir. Pour nous rendre nos droits, il faut d'abord conquérir les vôtres, sortir des voies étroites de nos sociétés morcelées, abandonner un misérable édifice qui s'écroule et fonder par l'association l'œuvre d'harmonie sociale qui peut seule assurer à tous bonheur et dignité. Le temps de la justice ne peut se faire attendre. C'est au XIXe siècle que sa place est fixée. Tout nous dit qu'il s'approche. Courage donc aux hommes de cœur. La loi providentielle de l'humanité sera leur récompense. Moi, je trouve que c'est un texte très actuel. Il y a cette volonté du droit au travail. C'est quand même quelque chose. Hein. On revient là à la devise vivre en travaillant ou mourir en combattant. Travail digne. Et puis aussi, elle parle déjà de la moitié de l'humanité, qui sera repris ensuite par les féministes très, très, très souvent. Donc je trouve que c'est et certainement, elle n'est pas la seule à penser ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment une conscience chez les femmes de la fabrique pour leur émancipation. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur... donc on commence la condition féminine, et revenir un tout petit peu sur les conditions de travail, qui sont extrêmement pénibles. Alors, il y a dans l'écho de la fabrique un petit texte qui s'appelle La Cage, où il y a une espèce de dialogue entre un négociant et un chef d'atelier canut. Alors, je ne vais pas lire toute la petite mise en scène, simplement quelques phrases qui, à mon avis, montrent bien combien, à la fois, il y a un travail commun, et à la fois, c'est la pénibilité du travail. Voilà, donc c'est le canut qui s'adresse aux négociants. Monsieur, je vous demande bien d'excuses, mais nous n'avons pas pu faire autrement. Voilà 12 jours aujourd'hui que moi et ma femme, nous n'avons pas quitté le métier, ni jour ni nuit, tant seulement pour manger. Mais voyez-vous, la pièce était si mauvaise, et puis c'était si réduit et c'est tramé si fin, que ça n'avance rien du tout. Et puis, il faut que je vous dise tout. Ma femme, qui a pris cette nuit le métier à minuit, s'est trouvée si fatiguée à cause qu'elle est enceinte, qu'elle s'est abouchée sur son battant pour faire un petit quart d'heure. Mais elle y a resté plus longtemps qu'elle ne voulait, et c'est ce qui nous a retardés. Parce que nous sommes dans une logique industrielle. Et quand le négociant et le chef d'atelier ont convenu d'une date de livraison, il a été aussi convenu d'une heure de livraison. Et tout retard entraîne une diminution du tarif. Donc là, il a été en retard, il explique pourquoi, et évidemment, le négociant va en profiter. Hein. Et d'ailleurs, il regarde la pièce, vous savez, ça s'appelle La Cage parce que au rez-de-chaussée de la maison de Soiry, vous avez sur un côté une petite pièce assez exiguë qui s'appelle La Cage parce que derrière il y a une grille où se tient le commis avec les grandes banques pour pouvoir contrôler la qualité de l'étoffe. Donc ils sont souvent d'ailleurs très serrés les uns contre les autres en attendant de passer
là, il y a une relation de pouvoir. Le commis, pensez bien qu'il fait comme il veut, il peut faire attendre, voilà, hein, ça c'est le problème. Donc, ils vont être, on va vérifier l'ensemble du tissage de la pièce, et voilà ce que dit le négociant. Bon, voilà une tâche. Vous avez donc mangé votre ratatouille sur le métier. Oh, pour ce qui est de ça, c'est pas vrai, répond le canut. Car nous étions si pressés que ma femme n'avait pas seulement le temps de faire la soupe, tellement que nous n'avons mangé que du pain tout au long de la pièce. Voilà. Hein, bon, ça donne bien une idée. Et puis c'est extraordinaire qu'on parle des 3-8. Les 3-8, chacun 8 heures, etc. Là, c'est 2-12. Hein, puisqu'ils se relayent. Hein. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est qu'il y a une évaluation, quand il y a la discussion entre le négociant et le chef d'atelier, une évaluation du temps à mettre. Et vous savez que dans le tissage, le temps le plus long, c'est la mise en place de la chaîne. C'est extrêmement long, ça. Il y a parfois des veloutiers où vous avez plusieurs semaines de travail. Et parfois, ils tombent sur une qualité d'étoffe sur laquelle ils ne s'attendaient pas, qui est beaucoup plus difficile à travailler. Seulement, la date, l'heure est fixée. Et à partir de ce moment-là, le négociant peut effectivement diminuer le tarif. Donc il y a là l'obligation effectivement de respecter, et le moindre accroc, le moindre problème, évidemment des répercussions extrêmement importantes. Alors oui, j'en viens là au... Ça va, l'état au niveau de la santé, hein, puisque... Alors je vous avais parlé tout à l'heure de la phtisie. Alors c'est quand même important à savoir, hein, tuberculose des poumons, parce que, en fait, on arrive en tête à la Croix-Rousse, dans la fabrique, en tête des décès par phtisie. Alors par exemple, à l'hôpital de la Croix-Rousse, en 1862, il y avait sur 153 décès d'hommes, il y avait 52 par phtisie, et dans les 52, il y avait 29 tisseurs. Pour les femmes, 172 décès. Par phtisie, 55, dont 32 tisseuses et 14 dévideuses. Et ainsi de suite. Voilà. Et on constate d'ailleurs, alors de 1862 à 66, il y a eu dans cet établissement, hein, l'hôpital à la Croix-Rousse, 2024 décès, 38% de ceux-ci sont dus à la phtisie. Et parmi ces décès, on compte 139 tisseurs, 164 tisseuses, 105 dévideuses. Et dans un classement en 1857, concernant les décès par tuberculose, sur 100 décès de toutes causes, Lyon arrive en tête avec 22,2%, devançant l'hôpital des Invalides de Naples, 20%, le Bagne de Brest, 21,5%, Londres, 18%, Édimbourg, 11,9%, les bagnes de Toulon et de Rochefort, 4,5% et 2,5%. Il valait mieux être à Rochefort et à Toulon que rue du Mail ou rue du Mange à la Croix-Rousse. C'est moi qui vous le dis. Ou rue Villeneuve. Voilà. Alors, les raisons de cette phtisie, c'est évidemment une vie sédentaire, l'atmosphère viciée des ateliers. Vous savez qu'ils aèrent très peu. Hein, parce qu'il faut garder un même degré d'hygrométrie, parce que la soie, elle réagit à l'eau, à l'humidité, elle prend du poids, et pour travailler une soie avec du poids, c'est pas possible, donc ils ferment. Hein, d'ailleurs, ils mettent même quand il y a du soleil, ils mettent sur les vitres un papier huilé, coloré, légèrement opaque, pour qu'il n'y ait pas contact entre les rayons du soleil et les fils de soie qui, évidemment, faut savoir aussi qu'ils ne tissent que quelques centimètres par jour. Hein, donc il y a le temps que les couleurs du fil soient passées. Voilà. Voilà. Alors, bon, sans que c'est encore des décès, on s'aperçoit que donc les ouvriers en soie, au niveau des professions, hein, cette fois-ci, les ouvriers en soie arrivent en tête avec 204 décès.
Après, il y a les journaliers, les cordonniers, etc., etc. Et les cultivateurs, eh bien, il n'y en a que 4. Donc là aussi, bon, il y a une sacrée différence. On arrive, les ouvriers en soi arrivent énormément en tête. Cite toujours la situation des femmes au XIXe siècle. Par exemple, l'état d'esprit de la classe possédante, des industriels, en 1827, c'est un petit exemple, il y a un industriel qui déclare « Par des instructions sagement combinées, on peut répandre chez le sexe faible des connaissances et des talents qui créeront la concurrence la plus avantageuse entre le travail des hommes et celui des femmes. » On estime que le salaire des femmes, à ce moment-là, était inférieur pour la même tâche de plus de la moitié à celui des hommes, et ça, donc, au XIXe siècle. Donc c'est... Bon, alors je sais pas, ça commence à bouger un peu, à être moins difficile, mais il n'y a pas si longtemps quand même, c'est encore, sinon 50%, beaucoup encore différent, quoi. Alors, il y a encore... toujours sur cette situation et cette amorce cette conscience qui va être de plus en plus importante, beaucoup constatent que monter sur les barricades en 1830 pour renverser Charles X, les femmes n'acquièrent aucun nouveau droit, seuls les utopistes, ceux dont je venais de parler, c'est-à-dire les fourriéristes et les saint-simoniens, et tout premier journaux féministes envisagent l'égalité entre sexes. Les femmes doivent se contenter d'être les modèles d'allégories symbolisant sur les peintures, les fontaines, les fresques vertus et muses inspiratrices de la liberté notamment. En 1848, les femmes sont écartées du rétablissement du suffrage universel. Pourtant, 1848, c'est un sacré espoir. Ben non, pas de suffrage universel. Et ça, malgré les efforts des clubs féminins. Même un socialiste comme Proudhon affirme qu'entre ménagères ou courtisanes, il n'y a point pour la femme de milieu. Ça, c'est en 1848. Alors évidemment, Flora Tristan va lui répondre, ça c'est assez connu, l'homme le plus opprimé peut opprimer un être, qui est sa femme. Elle est la prolétaire du prolétaire. Alors, je vais avancer, si je vous parle des... on arrive donc à ces quelques figures importantes de ce 19e siècle. Alors, il y a d'abord Madame Niboyet, Eugénie, Madame Niboyet. Alors, Madame Niboyet, elle va sortir un journal qui s'appelle le Conseiller des femmes, et très rapidement, les journalistes de l'Écho de la Fabrique, le journal des Canuts, notamment Marius Chastain, vont s'intéresser à ce journal, et voilà ce qu'il y a quand ce journal sort. Le Conseiller des femmes, tel est le titre d'un petit journal devant être rédigé par des dames et dirigé par Madame Niboyet, née Mouchon, ainsi que l'indique le prospectus que nous venons de recevoir. Au temps où nous sommes, et quand c'est presque avec le sourire de l'ironie qu'on accueille ceux qui travaillent à l'émancipation de la femme, en même temps qu'il y a une régénération sociale dont tout autour de nous vient attester l'urgence nécessitée. Il est bien qu'élevant une tribune d'où elle puisse faire entendre sa voix, la femme prenne aussi sa place dans le champ où s'agite une foule de graves questions auxquelles elle ne saurait plus désormais rester étrangère. Voilà, ça c'est la position de l'Écho de la Fabrique au moment où Marius Chastain est au pouvoir. Alors, Eugénie Niboyet, elle, faut pas se leurrer, elle vient d'une famille bourgeoise, et une famille bourgeoise protestante, elle est de Montpellier. Elle épouse en 1822 un avocat lyonnais, Jean-Louis Niboyet, dont elle a un fils, Paulin. Et elle va très rapidement fréquenter les milieux progressistes de la capitale où la famille s'installe, d'abord à Paris. Elle se mobilise pour la réforme des prisons, l'amélioration de l'éducation et l'abolition de l'esclavage. Elle adhère au mouvement saint-simonien, dans laquelle elle exerce des responsabilités. Alors là, elle va prendre du recul, en conflit avec certains comme Prosper Enfantin, qu'elle juge trop mystique et pas assez féministe. Ça, elle a raison.
savez que sous le règne de Prosper Enfantin dans cette religion saint-simonienne, il y aura énormément de décès de femmes. Parce qu'il entretient une ambiguïté très forte. C'est vraiment, à un moment donné, une secte. Pas au début, mais après, c'est une secte. Une ambiguïté très forte avec la gente féminine, faisant croire que, voilà, amoureux, pas amoureux, etc. Il va y avoir 2 ou 3 suicides de femmes importantes dans le mouvement saint-simonien. Donc, elle va quitter ces saint-simoniens, comme beaucoup, et se tourner davantage sur les disciples de Fourier, pour qui le progrès social passe par l'émancipation des femmes. Donc beaucoup moins, beaucoup plus féministe. Elle retourne à Lyon et c'est en 1833 donc qu'elle va créer ce journal féministe, le Conseiller des femmes. En 1936, elle crée un nouveau journal, la Gazette des femmes, qui lutte pour l'exercice des droits politiques et civiques pour les femmes. Donc il va y avoir Flora Tristan, va se rallier à la cause défendue par Niboyet. Toujours pour faire avancer la cause des femmes, elle fonde le premier quotidien français féministe, La Voix des femmes, journal socialiste et politique, organe d'intérêt pour toutes les femmes. Le formidable espoir né de l'avènement de la Seconde République s'effondre avec les journées de juin 1848. On va changer. Il y a les barricades, il y a les Trois Glorieuses, etc. Et, enfin, pas les Trois Glorieuses. La prise de pouvoir révolutionnaire, mais il y a 2 tendances, et c'est évidemment la tendance qui permettra à Louis-Napoléon Bonaparte de se présenter aux élections, d'être élu et de faire son coup d'État tout de suite en 1852. Donc là, elle a raison, quoi. Hein. Voilà. Le journal cesse alors de paraître. Eugénie Liboyet se retire de la vie publique, cherche refuge à Genève, où elle travaille comme traductrice jusqu'en 1860. Et de retour en France, elle s'intéresse toujours aux causes féministes, mais a cessé d'être militante. Voilà. Alors il y a plein de propositions très concrètes souvent hein, dans le livre, dans les journaux qu'elle va faire publier. Des choses bien précises, comme pour avoir une école, eh bien, elle demande effectivement une espèce de cotisation à ceux qui voudront bien pour pouvoir faire démarrer cette école. Il faut savoir qu'en 1800, dans ce milieu du 19e siècle, il y a 2 sujets importants chez les gens. Je ne parle pas de tarifs, etc., mais sujets plus généraux, c'est l'hygiène et c'est l'éducation. Et c'est vrai que pour eux, l'un ne va pas sans l'autre. Hein, il y a des épidémies de choléra tous les 5 ans à cause de l'hygiène, et puis l'éducation, parce que vraiment, eux, ils pensent que c'est vraiment fondamental. Et il y a une autre femme importante qui va écrire, c'est Jeanne Dubuisson. Alors, Jeanne Dubuisson, voilà ce qu'elle dit par exemple. « Depuis longtemps, les plumes éloquentes des cœurs généreux plaident la cause des malheureux ouvriers de nos villes. Mais, excepté M. Jules Favre, personne n'a pensé au sort déplorable des femmes, des filles de la classe ouvrière. Et par classe ouvrière, je n'entends pas seulement celles qui travaillent sur le métier, mais aussi celles dont l'industrie se rattache directement ou indirectement à la fabrication des étoffes de soie. De ce nombre sont les dévideuses, frangeuses, couseuses, découpeuses de châles, etc., etc. Dans cette malheureuse et utile portion de la population de notre opulente cité, la misère et ses horreurs n'épargnent pas même l'enfance. » Là aussi, elle explique un peu, la femme veut-elle dévider de la soie ? Il ne suffira pas pour obtenir de l'ouvrage que le bien exécuté ait d'être une exacte probité, il faudra auparavant, à quelque titre que ce soit, être recommandé au commis qui tient la balance. Le commis qui tient la balance, c'est dans le travail, le négociant, c'est lui qui achète les fils de soie, hein, à la condition des soies, qui est donc à Lyon, et il achète. Il a donc fait travailler un dessinateur, un liseur, celui qui va traduire le dessin sur le papier, sur le carton perforé pour la mécanique Jacquard, et donc il va donner au canut des fils de soie, mais il va les peser. Hein, je vous rappelle, la soie, elle prend du poids dans un environnement humide.
Donc il faut que ça soit pesé très rapidement. Quand le canut a terminé son ouvrage et qu'il vient livrer son rouleau de soie, ce rouleau de soie est pesé. Donc, sous-entendu, être recommandé au commis qui tient la balance, c'est qu'attention, il y a des petits malins qui vont essayer de faire des poids plus importants au départ, et ce qui fait que le canut, quand il va rendre son étoffe, il va manquer au niveau du poids. Et s'il manque au niveau du poids, il y a de grandes chances pour que le tarif soit diminué. Donc ça veut dire, etc. Donc il n'y a pas de petit profit. Et ça, c'est un des points importants de cette histoire de conditionnement de la soie, de l'humidité, tout ça. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle les piqueurs d'onces, c'est-à-dire des gens qui... il y a les magnaneries, par exemple, qui vont placer... C'est pour ça que la condition des soies a été créée, c'est que les magnaneries, donc ceux qui élèvent le ver à soie, le cocon, tout ça, ils vont, au moment de vendre, placer leur fil de soie, les flottes, dans un environnement très humide. Voilà, on le pèse et on paye. Bon, et puis, quelques jours après, évidemment, c'est sec, mais il n'y a pas la longueur espérée. Puisque plus c'est humide, et moins vous aurez de longueur, c'est comme les noix que vous achetez mouillées ou pas mouillées. C'est mouillé, voilà. On opposera peut-être, dit toujours Dubuisson, à ce tableau celui des aumônes immenses qui se distribuent tous les ans. Mais ce n'est pas l'aumône qui flétrit. Que veulent ces pauvres victimes de la cupidité? C'est un travail pénible, continu qu'elles demandent, mais un travail qui les nourrisse et qui ne leur laisse pas en perspective la faim et l'hôpital. Autre personnalité intéressante, Madame Louise Megnaud. Alors, voilà ce qu'elle dit. « Mais nous, pauvres femmes, qui n'avez trouvé dans le monde que pièges, séduction et injustice, vous dont les passions ont débordé l'âme, vous dont la force est usée dans une lutte cruelle et humainement inégale, vous qui êtes venus tomber, haletantes et brisées sous le poids des convenances sociales, pense-t-on, pauvres parias de notre civilisation incomplète, que pour vous, il n'y aura pas aussi dans notre cœur amour et sympathie? Ah, venez, venez à nous, relevez votre tête humiliée, que votre âme s'anime d'un noble courage, vous aussi être appelés à l'œuvre qui doit régénérer cette société dont vous fûtes les premières victimes. Lancez les foudres de l'anathème sur l'organisation de femmes, qui n'est pas donné à chacun de comprendre, c'est insulter Dieu dans ses œuvres, puisque nous sommes tout le résultat de la création. Une affirmation de la place. Je vous rappelle l'époque. Une autre grande figure lyonnaise, c'est Marie-Louise Rochebillard. Marie-Louise Rochebillard, pardon, elle va en quelque sorte créer les premiers syndicats. Elle est également, elle vient d'un milieu bourgeois, et elle va s'employer à rompre l'isolement des femmes dans le monde du travail. Voilà ce qu'elle dit. J'eus lorsque j'ai commencé à travailler pour vivre, une véritable lutte à soutenir contre moi-même, d'autant plus que l'étude m'attirait beaucoup plus que le travail. C'est la confession d'une fille de la bonne société ligérienne, devenue une active ouvrière lyonnaise, luttant pour les droits sociaux de la femme. Et donc elle naît en 1860, elle est fille d'un notaire, et un notaire qu'elle accompagne souvent dans les quartiers ouvriers, ce qui peut-être vont susciter un éveil, un regard sur la question sociale. Puisque donc il y aura des revers familiaux, financiers, qui vont obliger donc Marie-Louise Rochebillard à travailler, trouver du travail, et évidemment là, ça change tout, elle va découvrir les dures réalités de la vie ouvrière, surtout pour les femmes. Alors elle va fréquenter le milieu lyonnais du travail, elle va se lancer dans l'action, et bien décider à rompre l'isolement dans lequel se trouvent les femmes au sein
du monde ouvrier. Pour la seule année 1899, elle réussit à fonder pas moins de 2 syndicats féminins dans la Cité de la Soie, celui des dames employées de commerce et celui des ouvrières de l'Aiguille lyonnaise, puis un 3e syndicat des ouvrières de la soie. Elle donne des cours le dimanche matin pour former d'autres syndicalistes. Elle crée un bulletin de liaison en 1901, puis une bibliothèque, des cours de musique, des cours ménagers, une section pour les apprentis, un bureau de placement, une mutuelle pour les soins médicaux, puisqu'il n'y avait pas encore évidemment la sécurité sociale, et pour la retraite. Elle sillonne la France, distribue son bulletin, fait que d'autres syndicats voient le jour, moqués par les hommes. La Grande Guerre mondiale scelle l'effacement progressif de Marie-Louise Rochebillard, et elle fut remplacée par André Butillard, sa meilleure amie. Elle va mourir en 1936, et en fait, elle aura créé en 1919 ce qu'on appelle la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, qui deviendra un moment... Enfin, la CFTC existe toujours, elle était très importante, et puis il y a eu une scission, puisque certains sont restés CFTC, et d'autres ont créé la CFDT, aujourd'hui, au niveau du nombre, la 2e organisation syndicale du pays. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la Croix-Rousse, la colline, c'est rue Sainte-Catherine que la CFTC va être en quelque sorte créée, puisqu'elle habitait au 13 de la rue Sainte-Catherine. C'est une rue qui est parallèle à la place des Terreaux. C'est là, presque en face d'ailleurs, qu'il y a eu la rafle de la rue Sainte-Catherine par Klaus Barbie. Il y avait un immeuble où la communauté israélite se rendait pour des affaires sociales. Voilà. Philomène Rozan. Alors elle qui va être leader de la grande grève féminine de 1869. Alors, on connaît très peu Philomène Rozan, sauf la part essentielle qu'elle va prendre début de l'été 1869 dans ce qu'on va appeler la grève des ovalistes. C'est la première grande grève féminine en France. Fin juillet, au terme de la lutte de ces ouvrières, chargées de préparer donc le fil de soie, la commission des ovalistes, soutenue par la section lyonnaise de l'Internationale, adhère à l'Association internationale des travailleurs. Mais Philomène, présidente de la commission des ouvriers et ouvrières ovalistes, pourtant choisie par Marx pour participer au congrès de l'Internationale à Bâle, n'ira pas à Bâle, suite à une manœuvre de l'anarchiste Michel Bakounine, qui sera proclamé représentant des ovalistes. Ben bravo. Même chez les anards, c'est intéressant de démystifier un peu. Voilà, Bakounine. Ah bon. Alors il y a aussi un certain nombre de femmes qui ne vont pas être directement liées au travail, à la classe ouvrière, mais qui vont avoir un certain regard. C'est une constante à Lyon d'avoir comme ça une bourgeoisie très, très dure en affaires, impitoyable, les canuts savent bien, l'ont vérifié, mais qui, paradoxalement, est par moments d'une très grande générosité. On appellera ça aujourd'hui du paternalisme, mais ça existe. Et par exemple, il y a Rose-Pauline Hénard, et elle est l'épouse du banquier Édouard Hénard. Il faut savoir que Édouard Hénard, avec d'autres, ont été les premiers créateurs des HLM à Lyon. Et vous avez encore un immeuble au bord de la Saône, rive droite. Vous avez un grand immeuble qu'on voit à partir du quai Saint-Vincent. Et là, c'était les HLM, c'est-à-dire qu'ils vont créer ce bâtiment afin que les gens qui ont des revenus faibles puissent quand même avoir des logements décents. On a ce paradoxe. Et encore maintenant, il n'y a pas si longtemps, enfin quand on connaît un peu la vie d'Henri Grouès, l'abbé Pierre, son père était un négociant, dans la soie, un soyeux, impitoyable dans les affaires, mais qui le dimanche se rendait dans les hôpitaux pour se mettre au service des malades, les faire pisser, etc. Donc il y a toujours
cette ambiguïté. Hein. Claude-Joseph Bonnet, quand il va créer en 1840 une usine à Jujurieux pour le tissage de la soie unie, il va embaucher immédiatement des jeunes filles. En même temps, il va les confier à des religieuses pour que ces religieuses leur apprennent à lire, à écrire, ce que ça peut être une table, monter une table, la cuisine, enfin, etc. Tout ce qui pourra leur servir peut-être à la fin du passage chez Claude-Joseph Bonnet, Jurieux, se placer dans les familles lyonnaises. Et ça va être accepté avec enthousiasme par beaucoup de femmes qui sont mères célibataires. Et à cette époque, être mère célibataire, l'horizon professionnel, il n'est pas terrible. Il y a des problèmes. Donc, cette petite fille de Marc Seguin, hein, l'inventeur de la locomotive, donc elle s'appelle Rose de Montgolfier, et elle va épouser le banquier donc lyonnais Édouard Hénard. C'est une mère de 12 enfants. Eh oui. Elle appartient à de nombreuses œuvres caricatives lyonnaises, comme la Société de la Charité Maternelle fondée en 1810 par l'impératrice. Elle soutient plusieurs actions dans l'Office de la Croix fondé par ses amis. Elle consacre beaucoup de temps au bureau des pauvres de la paroisse Saint-Louis de la Guillotière. Elle se rend souvent avec des religieuses dans les quartiers ouvriers les plus démunis. Cette image de femme pieuse et charitable équilibre, aux yeux de la bourgeoisie catholique locale, les options libérales de son mari. Vous voyez, il y a toujours ce jeu comme ça, c'est intéressant. Elle représente la tradition charitable des élites locales. Vous voyez, à la fin du siècle, le nombre des œuvres devient si important que s'impose la constitution d'un annuaire spécialisé, Lyon et ses œuvres, qui recense plus de 200 sociétés. Alors j'ai consulté ce livre, c'est très intéressant. Il y a même une société qui s'insurge sous la Troisième République. Il y aura possibilité de travailler le dimanche. Et donc la bourgeoisie catholique va se mobiliser pour ne pas travailler le dimanche. C'est amusant la vie quand même. Aujourd'hui c'est le contraire. On s'y perd. Hein. On s'y perd. Donc c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, ils vont publier un petit bulletin de publicité uniquement avec des gens qui refusent de travailler le dimanche. Donc les gens savent, etc. Et enfin, dernière grande dame, c'est Pauline Jaricot. Alors Pauline Jaricot et les canuts, ça n'a pas toujours été simple. Alors, elle est elle aussi issue d'un milieu aisé. Elle est originaire de Lyon et elle a été la fondatrice de l'œuvre catholique de la propagation de la foi en 1822. C'est d'ailleurs à ce titre que je crois, je ne sais pas si elle a été béatifiée ou béatifiée, je crois. Bon. Donc cette œuvre joue un rôle de première importance dans le développement du mouvement missionnaire au XIXe siècle. En 1826, elle va créer le Rosaire Vivant. C'est un groupe de prière mariale et de diffusion de lectures saintes. Lors de la révolte des canuts de 1831 et celle de 1834, animée par un sentiment de profonde injustice, très touchée par le sort du prolétariat naissant, elle veut donner à celui-ci les moyens de se prendre en main. Elle souhaite rendre leur dignité aux ouvriers et leur permettre de gérer leur destin. Elle imagine un projet de banque du ciel, banque de prêts gratuits pour les ouvriers. Elle croit alors pouvoir lancer une opération concrète avec la fonderie de Rustrel, près d'Apt, dans le Vaucluse, œuvre de la fabrique de Notre-Dame-des-Anges. Grugée par des escrocs, elle y engloutira sa fortune, malgré de nombreuses aides. Déconsidérée, abandonnée par son milieu, complètement ruinée, elle finira par figurer sur la liste d'indigents du bureau de bienfaisance de la ville de Lyon. Voilà, c'est un sacré parcours. Oui, elle va avoir quelques problèmes avec les canuts, parce qu'à un moment donné, elle va créer des ateliers qui, évidemment, vont accepter des tarifs plus faibles que ceux que les canuts préconisent. Donc là, il y aura quand même une tension assez violente, puisque je crois qu'à un moment donné, en 1934, oui, c'est en 1934, ces métiers à tisser vont être brûlés, ce qui est rare chez les canuts de casser l'outil de travail. Mais là, ils n'en peuvent plus,
Ils vont d'ailleurs au niveau de la hiérarchie avoir un soutien, puisque la position de l'Église lyonnaise va faire que il va plus falloir faire comme ça des ateliers, certes au début pour rendre service, mais qui évidemment rentrent dans un problème économique et qui pénalisent les camions. Voilà, je suis à l'heure. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Ah, c'est toujours difficile la première question. Hein? C'est vrai ça. Je vais me poser une question. Les femmes, les femmes des chefs d'atelier ou les ouvrières en soie, quand elles étaient enceintes, elles accouchaient où? Bonne question, hein? Alors, les femmes des chefs d'atelier et les ouvrières en soie, mariées, accouchent chez elles. Par contre, quand c'est une ouvrière en soie, la plupart du temps, qui est célibataire, elles accouchent dans une espèce de clinique qui, à la Croix-Rousse, était rue Belfort, au tout début, vers le Gros Caillou, où là, il y avait donc des accoucheuses, en quelque sorte, assermentées. Et donc, le lieu de naissance donc, est dans ce lieu-là. Hein, toutes les mères célibataires. Mais les mariés, non, chez elles, ça se faisait couramment. Ça, on peut consulter ça, hein, puisque les archives permettent de consulter les naissances, les décès, etc. Voilà. Bon, mais il ne faut pas croire que je vais me poser des questions toute la soirée. Pour les maternités. Là, on est dans un faubourg indépendant. La Croix-Rousse, mais les portes se ferment le soir. Les portes de la ville se. Comment? Les portes. Eh bien, il y a des remparts. Oui, mais les remparts sur le boulevard. Il n'y a pas de boulevard. Ce sont les remparts. C'est les remparts. Bon, le soir. Mais l'hôtel Dieu, c'est en Eh oui, c'est à Lyon l'hôtel Dieu. C'est pas la Croix-Rousse. Il n'y a pas l'hôpital. C'est pas la Croix-Rousse, les Pentes. C'est pas le faubourg indépendant. La ville de Lyon est fortifiée. Hein, bon, pas du côté évidemment du Rhône ni de la Saône, c'est la frontière naturelle. Mais au sud et au nord, il y a des fortifications. Alors au nord, ce qui nous intéresse, la Croix-Rousse. Le boulevard aujourd'hui de la Croix-Rousse, c'est des fortifications. Vous ne pouvez pas passer. Vous passez par des portes. Et comme dans toutes les villes fortifiées, la nuit, on ferme. Sur les fleuves, on tire une chaîne. Hein, pour pas que les bateaux ils passent. Voilà, hein, c'est comme ça jusqu'à la démolition des remparts en 1865. Donc, et comme en même temps, en 1865-66, il va y avoir la création de l'hôpital de la Croix-Rousse, donc le problème va être réglé. Ils n'iront même pas à l'Hôtel Dieu pour accoucher ou à la... bon, voilà. Ou à la Charité. La Charité, la plupart du temps, enfin, c'était tenu par des sœurs, et notamment, bon, les abandons. Il y a beaucoup d'abandons, il ne faut pas croire. Beaucoup d'abandons d'enfants. Hein. Et il y avait donc je ne sais pas si vous savez, il y a un bistrot, allez là. La Cloche. C'est un souvenir de l'hôpital de la Charité, puisque quand on déposait un enfant, il y avait un tourniquet. On posait, il n'y avait pas de contact entre la sœur portière et la maman ou le papa qui déposait l'enfant. Donc il y avait une cloche, il sonnait la cloche, et comme ça faisait tourner le tourniquet, et l'enfant était donc dans l'hôpital et la personne à l'extérieur. Voilà. Il y a beaucoup hein, d'enfants abandonnés à cette période-là. Ouais. Oui. Attendez, vous prenez le bitonio, là.
Voilà. C'est bon? Vous n'avez pas de bitonio? Oui. Est-ce qu'il y avait aussi beaucoup de mécaniciens qui étaient directement chez les gens D'accord. Ok. Donc, dans la période qui nous occupe, c'est-à-dire la première partie du 19e siècle, toutes les maisons, tous les immeubles, ce sont des immeubles ateliers canus. C'est-à-dire que le canut, le chef d'atelier, occupe une pièce où sont les métiers à tisser. Alors, il y en a qui en ont qu'un, d'autres en ont plusieurs, donc il peut y avoir tout un étage, ou même voire 2 ou 3 étages, où travaillent le chef d'atelier et les ouvriers en soi, les compagnons ou les compagnonnes. Mais c'est une structure où on vit ensemble, dans un même lieu, travail et vie quotidienne. On couche à l'intérieur, sur ce qu'on appelle des sous-pentes ou des suspentes, qui aujourd'hui font le bonheur de tous les bobos de la Croix-Rousse, à savoir les mezzanines. Mais au départ, c'était pour que les ouvriers ou les ouvriers en soi, les apprentis, les enfants du couple de chefs d'atelier puissent dormir. Voilà. Donc il faut bien vous figurer qu'il y a, voilà, c'est une usine, hein, à ciel ouvert. Tous les bâtiments, c'est là où on travaille, à tous les étages. Alors pour vous donner une idée du nombre d'ateliers, en 1830, il y avait 8000 chefs d'atelier, c'est-à-dire 8000 petits ateliers. Donc, qui représentait, donc il y a 8000 chefs d'atelier, il y a environ entre 35 et 40 000 ouvrières ou ouvriers en soi, pour une population d'environ 130 000 habitants. Donc si vous rajoutez toutes les autres professions que je citais tout à l'heure, vous avez, comme ailleurs, hein, une mono-industrie dans la ville, quoi. Lyon est une ville de soie, uniquement. Après, ça va se diversifier parce que le point de départ, c'est le tissage, hein. Mais le tissage va donner envie aux gens, ce qu'ils vont faire, d'améliorer la mécanique, de plus en plus. Donc il va y avoir là des possibilités. Par exemple, si Berliet, Marius Berliet, des camions Berliet, il est fils de canut, fils de tisseur. Et tout naturellement, ça se confirme très souvent, le canut il cherche à améliorer le système. Il n'est jamais content, donc il modifie. Et ce que va faire Marius, voilà, et ce qui va le conduire à créer sa première voiture dans un hangar tout près de la montée de la Grande Côte, où là, il essayait ses freins. Voilà, c'est tranquille. Voilà. Ça va donner ça, la mécanique. Ça va également donner la chimie. Si aujourd'hui, par vent du midi, ça sent très mauvais, c'est à cause des canuts. Pas se leurrer. Parce que la soie, la fibre, est très chère. Parce qu'il y a beaucoup de maladies dans les magnaneries. Hein, la prébine, etc. Donc, et puis ça ne fait pas toujours beaucoup de soie. C'est 1 kilomètre, hein, le cocon. Simplement, il en faut je ne sais pas combien pour avoir un fil à peu près convenable. Donc, ça fait beaucoup. Donc, on va chercher des fibres artificielles. Et d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, Chardonnay, le chimiste de Besançon, qui travaille à Lyon, ça va donner Ron Poulenc, va créer la rayonne, la soie artificielle. Donc, on cherche là-dessus. Au niveau des colorants, c'est pareil. La soie, c'est aussi les teinturiers. Il y a des grands teinturiers à Lyon. Gilet, Guimet, hein, qui vont créer. Gilet, ça va être le noir Gilet. Guimet, le bleu Guimet. Il y a comme ça. Donc les teinturiers sont de chaque côté. Gilet est côté Saône, mais il y a aussi des teinturiers côté Rhône. Hein, et donc ça va tout naturellement, là aussi, déboucher sur la chimie. Avec des teintures qui ne sont pas uniquement naturelles, bien sûr, on va chercher des teintures artificielles qui sont beaucoup moins chères. Hein, y a un problème d'économie, là. Il faut, voilà. Donc voilà,
Et aujourd'hui, si Lyon est marqué par ça, ce qui va aider à la fois l'industrie de la soie et faire que Lyon va avoir cette image-là, c'est au niveau des banques aussi. Lyon est une ville de marchands. La soie va pouvoir, effectivement, l'industrie de la soie va pouvoir se développer parce que là, il y a un potentiel financier important. Hein. Et première partie du 19e siècle, il va y avoir des alliances au niveau des mariages entre les négociants très importants et les banquiers. On va donc avoir là, sur Lyon, une bourgeoisie à la fois commerçante et industrielle. Aujourd'hui, je ne crois pas que ça a changé beaucoup. C'est différent, mais c'est encore là. Oui. On n'a pas de nobles à Lyon, nous. Très peu. Très peu. Mais par contre, on a des marchands hein, et des banquiers. Ouais. Crédit Lyonnais, quand même. Hein. Société lyonnaise. Oui. Le Bitonio. Parfait. Vous avez évoqué les laitiers des femmes. Oui. Est-ce que les femmes pouvaient également avoir accès au poste des hommes et est-ce que les hommes occupaient certaines fois des postes de femmes? Oui. Oui, oui. Par exemple, le tissage, on voit des tisseuses et on voit des tisseurs. Il y a un certain nombre, par exemple, quand on a parlé des moulinières, hein, des ovalistes, ce sont des femmes. Il y a des professions, on va trouver que des femmes. Mais par exemple, les plieuses, on va trouver des plieurs. Les fabricants de navettes, de canettes, ça va être la préparation des canettes, ça va être les deux. Voilà. Il n'y a pas au niveau peut-être du métier à tisser, avant la mécanique jacquard, là c'est exclusivement masculin. Parce que c'est très physique parce que la mécanique jacquard, elle va supprimer ce qu'on appelle les tireurs de laque. C'est-à-dire ceux qui font le choix, qui donnent le fil aux tisseurs. Hein. Ça va être remplacé donc par ces cartons perforés de la mécanique qui encèdent de l'électronique, qui donnent une information ou pas, qui bloquent ou qui laissent passer. Donc ça va être ce principe-là. Et donc là, ça va supprimer cet emploi-là qui était fait par des jeunes, des adolescents. Et donc après la mécanique jacquard, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont venir en grande partie sur la Croix-Rousse, les canuts, parce qu'avant ils étaient à Saint-Georges, Saint-Jean, ils vont venir parce que ça va doubler le nombre de tisseurs et de tisseuses en même temps, la mécanique jacquard, parce que ça ira plus vite, parce que ça sera plus facile et moins physique. Donc il va y avoir un développement à ce niveau-là. Donc il y a cet échange, quoi. Il y a pas... Moi, je suis frappé quand je lis, parce que bon, j'ai jamais rencontré de canut de 1831, malgré mon âge, donc je suis frappé quand je lis. Non, je dis ça parce que des fois, dans la Croix-Rousse, je vois les gens qui viennent d'arriver à la Croix-Rousse, mais évidemment, ils se connaissent, les canuts. Quand ils me parlent, j'ai toujours l'impression qu'ils ont vécu la révolte. Ils se l'ont appropriée. Alors j'essaye bien de leur dire qu'ils sont quand même un peu différents, mais enfin bon. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Il se fait l'habitat de la Croix-Rousse. Oui, donc ils vont partir du fait qu'ils étaient trop nombreux dans le quartier de Saint-Georges-Saint-Jean, et venir à la Croix-Rousse, il n'y avait rien. Hein, il y avait uniquement des terres agricoles, etc. C'est pour ça qu'ils vont venir sur la Croix-Rousse. Donc, et moi, plus je regarde, plus je lis, effectivement, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas les structures, il n'y a pas la structure qu'on peut retrouver dans les usines, où chacun est spécialisé. Il y a ce désir, quand il y a l'apprentissage des enfants, à aucun moment ils ne vont rester qu'à une seule manière de tisser. Ils vont faire plusieurs formes de tissage. Et ils vont faire un apprentissage qui va être fractionné. Ils vont faire un an chez une autre année chez un autre qui tisse le velours par exemple, un autre qui tisse laine et soie, d'autres qui font les peluches, etc., etc. Et c'est cette volonté
qui fait, je crois, la richesse et qui explique la conscience de solidarité et de désir de changer la société, de la faire plus humaine et plus égale, plus sociale. C'est frappant quand on lit notamment l'écho de la fabrique ou les journaux qui étaient de cette époque-là, la voix du prolétaire, enfin, etc. On n'a pas du tout ce sentiment d'un pessimisme. Ils sont violents par rapport à leurs conditions de travail, voilà, ils dénoncent. Mais il n'y a pas... il y a une énergie, je trouve, et où il y a une solidarité, il n'y a pas de cloisonnement. Bien sûr qu'ils ont des réflexes machos. On le lit. Un des grands problèmes, par exemple, enfin, il y a dans un jugement du tribunal donc des prud'hommes, il y a une apprentie qui fait valoir son retrait de l'apprentissage. Attention, l'apprentissage est payant. Hein. Donc, voilà, il faut payer le maître qui reçoit l'apprenti. Donc, l'apprenti refuse, enfin, ses parents refusent de payer parce qu'elle veut partir. Hein. Pourquoi elle veut partir? Parce que l'épouse du maître tisseur, du chef d'atelier, est décédée. Et le conseil des prud'hommes va lui dire, effectivement, ce n'est pas moral. C'est pas quelque chose qui se fait. Donc, on ne peut pas laisser une jeune fille de 16-17 ans avec un chef d'atelier. C'est impossible. Voilà. Il y a cette... voilà, cette volonté-là, bien sûr. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de des rapports entre adultes et enfants, jeunes. La promiscuité, hein, vivre, je sais pas, moi j'ai toujours un peu de difficulté à imaginer ça, mais vivre comme ça, 6 jours sur 7, nuit et jour, dans des ateliers qui, la plupart du temps, puisqu'il y a une moyenne de 3 ou 4 métiers à tisser, font environ 100 mètres carrés. Hein. Coucher dans des soupentes. Ne jamais sortir. Bah, l'ambiance, je sais pas, ça pose le problème. Sébastien Commissaire, qui est un canu et qui va finir député, qui est donc qui habitait à la Croix-Rousse, eh bien, dans un de ses premiers stages, premier apprentissage, il va donc aller chez un ami de son père, d'ailleurs, qui est canu, ils se connaissent à peu près tous, enfin plus ou moins, et au bout de 3 jours, il va revenir en courant, parce qu'il a trouvé que le maître tisseur lui faisait des avances. Bien sûr. Il y a ces problèmes-là, bien sûr. Oui, oui. Là, c'est difficile, effectivement, à s'imaginer. C'est pour ça, souvent, donc... il faut jamais tout blanchir ou tout noircir. C'est compliqué. C'est compliqué. Les commis, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le droit de cuissage. C'est bon. Aujourd'hui, qu'il y a des lois beaucoup plus sévères, etc., et ça n'empêche pas certains hein, bon. Je citerai personne, mais franchement. Alors, vous pensez bien que dans un autre environnement, le commis, sachant qu'à peu près, bon, c'est pas le négociant qui va l'engueuler, voilà, il essaye d'en profiter au maximum, bien sûr. Et en même temps, d'abord, c'est pas tous, loin de là, c'est une minorité, mais ça existe, hein, simplement pour ça que je le dis. En même temps, il y a une conception morale extraordinaire. Sachez que, par exemple, ils vont créer en 1828 le mutualisme. Bon, c'est l'ancêtre des mutuelles qu'on connaît, de la sécurité sociale, etc. Mais pour être mutualiste, il faut être non seulement un bon tisseur, mais un excellent mari et un bon père. Et tout mutualiste qui déroge à ces qualités-là est exclu. On ne rigole pas. Il y a une conception comme ça, très, très morale du travail. Vous vous rendez compte si aujourd'hui les mutuelles appliquaient le règlement? Plus un chat, les mutuelles. Oh, oh. Oui? Vous avez parlé donc tout à l'heure des problèmes
Si, oui. Est-ce qu'à quel moment on a pris conscience justement de ces problèmes et est-ce qu'on a pris des mesures pour éviter ça, quoi? Ouais. Ouais, c'est un grand combat du milieu du 19e siècle. Jusqu'au milieu du 19e, enfin, déjà en 1830, ils se préoccupent de ça. Mais avant, bon, c'est pas le souci. C'est une espèce de malédiction. Le choléra, il revient frapper aux portes des villes régulièrement. Hein. C'est ce qui nous a donné, je crois, un peu, enfin en partie, le 8 décembre. Bon, voilà, ou moins Fourvière, enfin, etc. Bon, et le choléra, hein, c'est l'hygiène. Donc, il va y avoir des efforts petit à petit. Par exemple, dans l'écho de la fabrique, il y a le choléra qui arrive en 1832, il ne rentrera pas dans Lyon. Mais il va faire énormément de victimes à Paris et dans l'ensemble du territoire. Mais à Lyon, ils vont prendre des précautions. Et par exemple, le docteur Lortet, qui est un Saint-Simonien, qui habitait la Croix-Rousse, qui va publier plusieurs fois dans l'écho de la fabrique des mesures d'hygiène très pédagogiques. On rentre dans les détails. C'est-à-dire qu'il explique comment il faut se laver avec une éponge. Comme c'est un Saint-Simonien et qu'en plus il y a cette conscience de classe toujours en permanence, il va, pour expliquer, partir d'abord d'une publication, d'un affichage des autorités qui conseillent aux canuts de prendre des bains 2 fois par jour dans leur baignoire ou d'aller se baigner à la campagne pour qu'ils soient propres. Alors évidemment, Lortet se moque. Il dit où sont nos baignoires? Et quand on aura le temps d'aller à la rivière des Monts du Lyonnais pour se baigner? Alors, du coup, il prend l'éponge et il explique. Et il ne cache rien. Il faut le mettre à certains endroits aussi, il ne faut pas oublier. Voilà. C'est très pédagogique. Et ça, c'est une constante. C'est cette volonté d'éducation, quoi. Alors, la phtisie, comme c'est le problème, bon, il va y avoir une diminution du nombre de canuts. Ce qui fait que quand on va arriver à la fin du 19e siècle, il y aura moins, objectivement, de tuberculose, parce qu'il y aura eu davantage d'aération, et puis il y aura des progrès au niveau des conditions de travail. Malgré tout, la position, même si la mécanique Jacquard a donné la possibilité au canut d'avoir moins de problèmes physiques, reste que la position du canut n'est pas naturelle. Hein, il appuie sur une pédale, et voilà, en même temps. Bon, et qu'il y a des problèmes au niveau, par exemple, de l'estomac, beaucoup. Hein, parce qu'il appuie, enfin bon, vers le battant, c'est pas simple, quoi. Donc il y aura effectivement des problèmes, mais il y a une volonté. Quand ils disent vivre en travaillant, vivre dignement par le travail, ça englobe également cette conception du travail où on puisse être en bonne santé, on puisse, de temps en temps se reposer sans être dans une misère absolue dès qu'on s'arrête. Voilà, ça comprend tout ça. Et ça, ils y sont très attentifs. C'est bon? Non? Réponse à la question, ça va? Non, mais partez pas, c'est simplement. Non. Après, Daniel m'a engueulé. Non, ben, oui. Oui, on travaille 6 jours sur 7. Ouais. Et le dimanche, on se repose, où il y a des distractions. Comment se passe la journée? Oui. Alors, effectivement, c'est le dimanche plus les fêtes carillonnées. Hein. Oui. Pâques, Noël, enfin, etc. Hein, très religieux, donc sans problème. Sauf quand on sort d'une crise économique. À ce moment-là, nécessité oblige, ils vont travailler même si c'est le dimanche. Mais d'une façon générale, il y a la messe. Et puis, il y a les rencontres dans les auberges, avec les copains. On lit l'écho de la fabrique. L'écho de la fabrique, il ne paraît pas dans la semaine, il paraît le dimanche. Hein, donc on le commente dans les auberges.
chez les cafetiers, voilà. Et puis aussi, il y a, on va au théâtre. C'est remarquable, l'Écho de la Fabrique qui fait des critiques théâtrales, hein, de pièces de théâtre. Oui, oui, c'est voilà. Il traverse également le Rhône. Alors moins ceux de la Croix-Rousse parce qu'il y a une détaque, enfin il y a moins d'octroi sur le vin, mais ils vont quand même très souvent sur la Guillotière, où d'une part le vin comme à la Croix-Rousse est moins cher puisqu'il y a un octroi de moins, et puis aussi où il y a un certain nombre de spectacles, de fêtes, enfin il y a la fête des Brandons, il y a les vogues, beaucoup de vogues, toute l'année il y a des vogues dans des quartiers différents. Donc voilà, ça c'est les distractions. Il se détend, ça c'est évident. Il se détend. Ouais, ouais. Il n'est pas du tout... bon, mais ça n'empêche que... voilà, il est très attentif à ce qui peut se passer. Et certainement que je suppose que dans certaines auberges, les discussions devaient aller bon train, quoi. Hein, on retrouve toujours cette volonté. Comme ils sont coincés, ils ne peuvent pas avoir une salle avec le nom de l'association et de louer à la mairie. C'est pas possible. L'association est interdite. La coalition est interdite. Donc il faut trouver des moyens de se rencontrer quand même. Et c'est les lieux comme ça, de banquets, le cimetière. Au lieu du discours. Attention, c'est quand même pas des funérailles comme maintenant. Hein. Vous avez l'enterrement, par exemple, d'un chef d'atelier, 3000 personnes à l'OIAS. Ah oui, oui, toute la corporation se mobilise. Il faut d'ailleurs, à l'enterrement d'un chef d'atelier, justifier, si on n'est pas allé à cet enterrement-là, justifier qu'on avait d'autres raisons sérieuses à ne pas venir. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une volonté de solidarité. Il faut rester ensemble, il faut pouvoir ne pas se disperser. Ça, c'est leur volonté première. Voilà. Oui, il y a des clos. Bon, comme il n'y a pas d'association, ils vont détourner le problème, ils vont jouer aux boules. Elles sont déjà là, les boules lyonnaises. Donc, dans ce qu'on appelle les clos, où, il y en a encore à la Croix-Rousse pas mal, où là, ils vont pouvoir se détendre. Voilà. Ils ne voient pas la télé. Mais ils ne sont pas les seuls. Non, il y a une vraie volonté de vivre. Moi, quand je lis ça, quand on a d'autres témoignages, par exemple des usines anglaises, hein, sur le tissage de l'Uni, enfin bon, moi j'ai lu comme vous des romans qui se passent à ce moment-là sur les conditions des enfants, épouvantables. Puis on sent un grand désespoir chez les personnes. Moi, quand je lis ce que les canuts ont écrit, même si leurs écrits sont parfois extrêmement violents, même si de temps en temps ils noircissent un tout petit peu le tableau, comme on le fait souvent aussi quand il y a un débat comme ça politique, j'ai l'impression de gens qui sont remarquablement équilibrés, très volontaires et qui sont bien dans leur tête. C'est l'impression qu'ils me donnent. Bon, la dernière fois j'ai parlé de Marius Chastain, moi je dis que c'est des types, je suis admiratif. Quand on lit ce que les femmes préconisent, leur regard, leur analyse sur leur situation, bon, je ne suis pas sûr qu'on ait fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Dans la réflexion, je ne suis pas sûr. Et ça manque un peu. On va trop vite aujourd'hui. On sent que chez eux, il y a une maturation plus importante. Oui. Bidonio. Les femmes, quand où est-ce qu'elles se... Parce que les hommes, ils se retrouvent à l'auberge, mais les femmes n'y vont pas. Bah, elles vont à la messe aussi. Non, je crois qu'il y a effectivement dans les auberges, oui, des présences de femmes. C'est pas... le bistrot est pas le bistrot pour le bistrot. Hein, il y a cette possibilité de rencontre. Elles vont à la vogue. Hein. On a les jeunes filles, bien sûr, mais avec leur mère, enfin tout ça. On a plein d'anecdotes de chansons, de choses comme ça, où les jeunes gens se retrouvent à la vogue.
Parce que, bon, c'est sûr qu'au niveau des mariages, ça reste, ça reste professionnel et géographique. Professionnel, c'est que la plupart du temps, un ouvrier en soi épouse une ouvrière en soi. La chef d'atelier, qui est propriétaire d'un atelier, ça, comme Madame Cellu, etc., vous avez entendu, Madame Cellu, elle épouse qui? Un propriétaire. Donc là, il y a déjà une différence, parce qu'il y a un niveau de vie différent. Donc voilà, ça va être un peu comme ça. Voilà. Je pense qu'elle, donc dans ces rencontres, au niveau de la géographie aussi, c'est pareil. La plupart du temps, au maximum, c'est 2 rues après. Et évidemment, c'est pour ça qu'il y en a quand même, peu à peu, qui aiment bien, elles aussi, traverser le Rhône pour aller à la Guillotière, où là, il y a des fêtes champêtres, des bals, enfin, etc. Parce que la rencontre peut se faire peut-être avec autre chose, avec quelqu'un d'autre que celui qui est à 2 pâtés de maison et qui vient souvent de la même région des Alpes ou de la Loire ou de l'Ardèche. Bon, peu à peu, il y aura comme ça un changement progressif. Mais c'est vrai que moi, j'ai regardé beaucoup sur les archives les naissances, les mariages, les décès. Je vous assure que c'est une ouvrière en soi, un ouvrier en soi, ce mariage. Les témoins, c'est ouvrier en soi, ouvrière en soi, pas d'ouvrière, il n'y a pas de témoin ou femme, ouvrier en soi, voilà. Quand c'est les négociants, eh bien les témoins, c'est banquiers. Il n'y a pas, comme aujourd'hui, encore à la limite, bon, pas toujours, mais il y a quand même, il y a un mélange d'avantages. Là, non. Donc, automatiquement, au niveau des loisirs, au niveau des mariages, c'est aussi très, très cloisonné, quoi. Mais oui. Les femmes, moi, c'est ça, je ne sens pas vraiment, à l'intérieur du système fabrique, système Canu, de différences énormes. Il y a une volonté. Là, il y a une anecdote, bon, c'est un peu différent, mais c'est pour savoir comment on vit, quelle est l'ambiance. Par exemple, la mère de Sébastien Commissaire, au moment d'une grave crise économique, ça doit être, je ne sais plus si c'est en 36 ou 37, elle va aller vendre ses cheveux. Donc il y a une espèce de... c'est vraiment le... Et son mari, il veut pas. Il veut pas. Il dit c'est abominable. À l'époque, couper ses cheveux pour les vendre à un perruquier, c'est une démarche qui n'est pas évidente du tout. Donc elle va le faire. Mais l'environnement familial va pas lui dire c'est normal, vas-y, et puis comme ça tu rapportes du pognon. Pas du tout. Bon, mais comme ils n'ont pas mangé déjà, ou vraiment très peu, elle va le faire. Solidarité familiale aussi, c'est sûr. Il faut savoir aussi que, contrairement à d'autres secteurs, le Canu a une moyenne de 2 à 3 enfants. Jamais plus. Ce qui, à l'époque, est une surprise. Là, je citais l'exemple d'une bourgeoise qui en avait 11. Dans le milieu rural, beaucoup. Alors, il y a une mortalité importante, donc, mais les Canus, eux, c'est 2-3. Alors, eux, évidemment, ils n'ont pas besoin de bras supplémentaires. Dans le milieu rural, oui. Mais là, non. Donc, il y a une maîtrise. C'est ça. Donc, qui dit maîtrise, dit éducation. Pas se leurrer. Parce que, bon, ils font quand même pas l'amour une fois tous les 10 ans. Donc, voilà, ils maîtrisent. Comment? Oui, ça c'est sûr. Non, mais la promiscuité, oui. Bien sûr. Ceci dit, le chef d'atelier et son épouse ont une alcôve.
Ils ne couchent pas dans la soupente. Oui? Par contre, parmi les négociants, il n'y avait pas de femmes. Oh si, Il y avait des femmes négociants. il y en a quelques-unes, oui, oui. Des veuves. Hein, parce qu'on a souvent ça. Donc le négociant homme fonde son entreprise d'achat et de vente de la soie, et puis s'il décède, il y a un transfert, et on a beaucoup, par exemple, de documents où c'est veuve un tel, négociante rue Royale, ou rue des Capucins, etc. On va avoir aussi veuve un tel et ses fils. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une présence, oui, présent. Mais c'est pas du tout le même travail, hein. C'est un travail de commerçant. Donc je pense que souvent les femmes des négociants, on l'a vu là avec l'exemple d'Hénard, qui était, elle, femme de banquier, mais c'est à peu près la même chose, va par contre se dévouer sur des tas d'œuvres. Elle va être très présente dans ses œuvres caricatives de cette époque-là, bien sûr. Liées évidemment avec l'Église, très, très importante à Lyon. Hein. Ah bon, c'est pas rien à Lyon, l'Église. C'est le pouvoir, hein, aussi. Ah, j'ai vu le bitonio qui s'allumait. Les ouvriers venaient donc, puisqu'ils avaient peu d'enfants, les chefs d'atelier, donc les ouvriers venaient de l'extérieur. Oui, oui. J'ai fait une étude sur les naissances et puis les mariages en ce qui concerne les ouvrières ou les ouvriers en soi. Hein, attention. J'ai trouvé j'ai trouvé autour de 1% d'ouvrières ou ouvriers en soi dans les années 1830, hein, natifs de Lyon ou natifs de la Croix-Rousse. Mais de Lyon, parce que la Croix-Rousse n'était pas bien peuplée avant. Tout le reste vient jusque dans les Hautes-Alpes. Donc tout le secteur, Isère, bien sûr, l'Ain, beaucoup de Savoyards, qui étaient à ce moment-là pas françaises. Hein. Beaucoup de Savoyards qui viennent. Il y a des Italiens aussi qui viennent. Il y a des gens de la Loire, de l'Ardèche, etc. Mais par contre, dans les chefs d'atelier, beaucoup sont nés à Lyon. Donc, comme vous dites, hein, c'est le phénomène de peu qui sont au service, donc ils viennent quand il y a du travail, et voilà, ils immigrent. Donc ils se mariaient et ils vivaient tout le temps au sein de la famille. Alors quand il y en a suffisamment, quand il y a suffisamment de métiers à tisser, quand il y a beaucoup de métiers à tisser, évidemment, ils ne vont pas tous dans les soupentes, que je ne vous dis pas. Il ne faut pas oublier qu'ils ont une vingtaine d'années, souvent. Je ne vous dis pas. Quand il y a par exemple 6 ou 7 métiers, et qu'il va y avoir là, à ce moment-là, 4 ou 5 ouvrières ou ouvriers en soi, il faudrait, si vous venez à la bambane là, du 26 novembre, je vous montrerai, il y a très souvent dans les immeubles ateliers Canu, au dernier étage, des fenêtres qui sont moins hautes. Là, il y a des studios, en quelque sorte, pour les couples. Voilà. Bon, ça n'empêche pas la promiscuité, ça c'est vrai. Mais enfin, au moins, il y a cette possibilité-là. Parce qu'autrement, ce ne serait pas possible. Mais voilà, et très rapidement, s'il y a enfant est à la crèche. Parce qu'elle va, la mère, évidemment, elle n'a pas de congé parental. Hein. Donc il faut qu'elle retravaille très rapidement. Parce que si elle ne travaille pas, elle n'a rien. Parce qu'elle est payée en fonction de son travail et pas en fonction d'un salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas donc... c'est les tarifs. Et alors, les repas sont tous en commun? Oui, absolument. Oui, on a une espèce de c'est de la télé-réalité. Le loft, oui. Le bâti, Oui. il appartient, c'est les chefs d'atelier qui achètent. Non, le non, bâtiment. ils n'achètent pas.
Ils sont en location, tous en location. Les propriétaires, c'est banquiers, négociants, et ce qu'on appelait à l'époque les rentiers, c'est-à-dire ceux qui vivent des rentes de leurs terres. Ce n'est pas des gens qui ne foutent rien, mais voilà, rentiers. Voilà, ça c'est les propriétaires. Alors les canuts, eux, il y en a quelques-uns qui vont tenter d'acheter, parce que le problème du loyer, c'est un vrai problème. Dans le théâtre traditionnel de Guignol, Laurent Mourguet, c'est un fils de canut. Mais lui, il ne voulait pas tisser, il préférait faire du spectacle, très bien, c'est parfait pour nous. Mais dans les pièces traditionnelles de Guignol, il y a un personnage qui est détesté, beaucoup plus que les gendarmes, c'est le propriétaire. Et dans la tradition du Guignol lyonnais, le propriétaire, sans arrêt, il vient réclamer des sous à Madelon, la femme de Guignol, parce que, bon, il ne paye pas. Et c'est vrai, pourquoi il dit ça? Parce qu'il l'a vu quand il y a une crise économique. Alors certes, il y a le mutualisme, mais bon, c'est pas, il n'y en a pas assez. Il va donc faire des choix, des priorités dans ses dépenses, et ça va être la nourriture, ça va être l'habillement, le chauffage. Et à la fin du compte, quand c'est en crise économique, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne paye pas le loyer. Il repousse le terme. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Donc, et à un moment donné, évidemment, le propriétaire envoie ce qu'on appelle des pousse-culs, qui sont en fait des huissiers, comme leur nom l'indique. Pousse-culs. Voilà. Vous avez d'ailleurs une histoire merveilleuse, je vous conseille de lire un jour, ça s'appelle la légende du gros caillou, de Claudius Linossier, qui, comme ça, prend ce prétexte-là, preuve que c'était vraiment un problème. Ça a été écrit dans les années 1930, mais ça reflète tout à fait la réalité. C'est le bon Dieu qui vient en inspection un jour à la Croix-Rousse, et puis il tombe sur un groupe autour d'une maison de canuts, et il s'approche et il voit là une famille éplorée, l'enfant accroché aux jupes de la mère, et le canut, et avait à côté, évidemment, son métier tout démonté. Puisqu'il ne faut pas oublier que si on ne paye pas le loyer et qu'on est expulsé, on perd non seulement son logement, mais son travail, puisque c'est l'atelier. Donc, c'est la grande misère. Alors, le bon Dieu, qui ne se fait pas reconnaître, on ne voyait pas que c'était lui, il va demander à l'huissier, soyez gentil, enfin, est-ce que vous ne pouvez pas vous arranger, vous n'allez pas comme ça les jeter à la rue, il fait froid, etc. Évidemment, l'autre, il ne veut rien savoir, il a des ordres, point barre. Voilà. Et c'est à ce moment-là que le bon Dieu va lui faire subir un grand supplice. Il va extraire de son poitrail un tout petit cœur, gros comme une bille, et il va lui demander de pousser cette bille jusqu'à ce qu'il rencontre, alors en lyonnais, un plus charipe que lui, c'est-à-dire un plus exécrable. Voilà. Et dans cette histoire, l'huissier va pousser ce cœur qui va grossir peu à peu. Et il va passer dans tous les quartiers de pouvoir. Donc il va passer, palais de justice, pouvoir judiciaire. Il va passer à la caserne, qui à cette époque est vers Perrache, pouvoir militaire. Il va passer à la bourse, pouvoir financier. Et il va passer également, évidemment, dans le quartier des négociants, quartier des capucins. Tous les pouvoirs. Il va passer à Saint-Jean, pouvoir ecclésiastique. Et chaque fois, le cœur grossit, et il va arriver en haut de la montée Saint-Sébastien, avec un truc qui pousse vraiment avec beaucoup de difficultés, et brusquement, il va y avoir un espèce de tournoiement, comme ça, comme dans les films, et ça va s'arrêter de grossir, et c'est à ce moment-là que l'huissier va voir qu'il vient de rencontrer un regretier, c'est-à-dire un régisseur d'immeubles, qui était donc plus épouvantable que lui. Et comme quoi, ces problèmes de loyer sont très présents. Les
problème de... Oui, surtout quand on perd son métier plus son logement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est un vrai problème. Surtout que là, il ne peut pas aller à la NPE. Vous aviez parlé d'un système de mutualité. Oui, mutualisme. De mutualisme. Mm. Et ça ne marchait pas dans ce cas-là? Si, mais pas suffisamment, si vous voulez. C'est ce que je disais, si vous voulez, ça, le mutualisme va les aider, par exemple, à manger. Il y a des priorités, à se nourrir, etc. Mais attention, c'est un vrai mutualisme. C'est-à-dire que c'est bien l'argent de l'ensemble de ceux qui ont cotisé. Il n'y a pas intervention de l'État. Louis-Philippe, il ne va pas leur filer du pognon. Parce qu'il n'aime pas le mutualisme. D'ailleurs, il va trouver le moyen d'essayer de le supprimer. Donc, il y a uniquement l'argent des autres canuts. Pensez, en période de crise économique, ne pas oublier qu'il y a 8000 chefs d'atelier. Donc, c'est difficile de pouvoir contenter ce niveau-là. C'est pas possible. Surtout que le mutualisme, à ce moment-là, prend en charge également la maladie, le décès, etc. Il y a plein de choses, donc ils ne peuvent pas... voilà. Oui, c'est une situation extrêmement difficile. Ouais. Oui. Ah non, j'ai vu un bitonio éclairé. Oui, c'est par rapport donc au chef d'atelier. Comment est-ce qu'il pouvait faire pour avoir plusieurs ateliers sous son toit? Est-ce que c'était la chance? Est-ce que c'était le bon travail? Plusieurs métiers. Oui, plusieurs métiers. Est-ce qu'il pouvait se constituer une certaine fortune et ensuite avoir léguer tout ça à ses enfants et espérer évoluer aussi dans le travail, améliorer sa condition de vie? Est-ce que c'était possible? Oui, oui. Il faut savoir aussi, là on parle beaucoup d'une période difficile des années 1830. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. La soie à Lyon a démarré au XVIe siècle, par François Ier, et il y a eu des périodes extrêmement fastes. Par exemple, la période Louis XIV. Versailles, c'est la soirée lyonnaise. Ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Les motifs, tout ça, c'est tout lyonnais. Et comme Louis XIV, à ce moment-là, est beaucoup regardé par les autres cours européennes qui essayent de faire la même chose que lui, eh ben, ils vont tous se servir dans la soirée lyonnaise. Ce qui fait, d'autant qu'à cette époque, il y a le canut a la possibilité d'acheter la soie, de la tisser et de vendre l'étoffe. Ce n'est qu'en 1743 qu'il va y avoir séparation. On va créer une profession de négociant qui va réussir. Hein. Ça va dynamiser le commerce, on va devenir leader sur l'ensemble de la planète. Et puis une profession uniquement de canut, de tisseurs. Les tisseurs les plus riches vont devenir négociants, hein, par exemple. Voilà. Donc il y aura effectivement la possibilité pour certains, par héritage, d'accumuler un certain nombre de métiers à tisser. C'est vrai. C'est pour ça qu'on peut avoir des... je vous dis, hein, la moyenne c'est 3 ou 4 hein, de métiers à tisser, donc ça fait quand même... Mais il y a, de temps en temps, il y en a qui ont une dizaine de métiers, parce que bon, alors il y a eu l'héritage, et puis au fil des années, il y a eu une gestion correcte, bonne, qui a permis effectivement à continuer. Mais c'est pas la majorité, quoi. La majorité, c'est 3 ou 4 métiers à tisser, ce qui est quand même pas beaucoup. Mais une dizaine, il fallait avoir déjà une certaine... être dans l'aisance. Bien sûr, on est obligé de faire de temps en temps un peu de caricature. Dites-vous bien que moi, dans des journaux de l'époque, j'ai trouvé des chefs d'atelier qui vendaient leur maison de campagne de Saint-Cyr. Alors, c'est loin d'être le fait de tous, sachons qu'effectivement, ça existe. Donc, pareil, il y a des maîtres tisseurs qui peuvent avoir facilement
une douzaine de 12 ou 15 métiers qui occupent à ce moment-là, même, on les appelle, c'est les maisons. Alors, de temps en temps, on a la maison X, la maison Y, c'est-à-dire que c'est là un chef d'atelier qui a suffisamment de métiers pour utiliser 2 ou 3 ou 4 étages de l'ensemble d'une maison, d'un immeuble d'atelier Canu. Mais dites-vous bien que c'est extrêmement rare. Hein. Voilà, la plupart du temps, c'est pas du tout ça. Mais ça existe, oui, bien sûr. J'ai vu ça. Voilà, mais de temps en temps, ça peut exister, c'est vrai. Oui. Dans une pièce, combien de métiers à tisser devrait-on mettre? Alors, 3 ou 4, on peut faire. Bon, attention, hein, il y a d'abord les métiers à tisser, mais il y a les autres instruments. Hein, pour ourdir, etc., ça peut exister, ça. Donc, il y a beaucoup de... il y a une époque, il y avait M. Matelon, maintenant il est décédé, et il était dans son atelier, c'est un tisseur du XXe siècle, hein. Mais c'est vrai qu'on pouvait difficilement bouger. Et il ne faut pas croire que... il y a des gravures comme ça où on a l'impression que on peut respirer. Non, pas du tout. C'était très serré. Hein. Alors, il y a 3 ou 4 métiers dans un atelier, c'est très courant, sur 100 mètres carrés environ. Et ce qu'il y a, c'est que c'est la fenêtre qui gouverne. C'est-à-dire qu'on va mettre juste devant la fenêtre, les métiers qui sont susceptibles de travailler davantage. Quand le chef d'atelier a peut-être l'habitude de travailler avec tel négociant qui lui donne pratiquement toujours la même chose à faire, non pas au niveau du dessin, mais le même style de tissage. Donc, c'est celui qui va être utilisé le plus. Donc, il va le mettre le plus près de la lumière. Et ensuite, on va avoir un dégradé de métiers à tisser dont on est moins utilitaires, qui sont moins utilitaires utilisés par le Canu. Voilà. Mais dites-vous bien que c'est serré. Hein. On ne peut pas jouer au football. Voilà. Un petit rappel pour la bambane. Ah, pour la bambane. Donc le 26 novembre, à 10h, le rendez-vous est à 10h, place de la Croix-Rousse, au métro Croix-Rousse, hein, la ligne C. Je vous conseille le métro parce que, bon, c'est plus pratique. Enfin, vous pouvez à la limite vous garer en bas, dans un parking, puis vous montez, et comme ça, comme on va descendre, hein, on va traverser la grande usine à ciel ouvert, à partir du plateau de la Croix-Rousse, jusqu'au quartier des négociants en bas, à travers notamment les Traboules, et puis bon... Et je vous raconterai strictement la même chose que ce que je vous raconte depuis 3 soirées, mais je le dirai différemment. Et non, c'est intéressant parce que on peut comme ça visionner un peu tout ce que je raconte. Hein, si on ne voit pas la succession des immeubles ateliers Canu, bon, on ne se rend pas compte de l'importance que ça avait. Quand vous êtes dans certaines rues, vous avez comme ça un alignement de rue Célus, par exemple, vous avez je ne sais plus combien d'immeubles, qui sont d'ailleurs de hauteurs différentes, mais qui ont tous la même façade. C'est ça qui est remarquable. Et puis bon, expliquer à quoi servaient les traboules, la différence avec les immeubles de négociants, etc. Voilà. Bon. Alors il faut s'inscrire auprès de ces charmants jeunes. Non, c'est ça ? Oui, de la bibliothèque. Donc à l'adresse mail, par exemple, de l'UP, qui est up@, et qui est sur les programmes. Si vous cherchez. Voilà. Oui. J'ai vu fonctionner un métier à tisser jacquard avec des cartes, hein, c'est ça? Oui, carton perforé, oui. Justement, au musée de Bourgoin. Oui, Bourgoin-Jailleux, oui. Vraiment intéressant. Ah, oui, oui. Ça faisait un bruit énorme, quoi, vachement de bruit. Oui. Ah, ça, oui, oui. Oui, bien sûr. C'est énorme comme bruit. Alors, il y a un mot, hein, il y a un mot pour désigner ce bruit, c'est le bis tanclac pan. Parce que si vous oubliez le pan, vous ne pouvez pas tisser. Le bis, ça évoque la navette qui fait les allers-retours. Tanclac, ce sont les rouages du métier à tisser. Et pan, c'est le battant
qui va tasser les fils de soie. Et ça, vous vous rendez compte? Parce que vous verrez sur place, si vous venez à la promenade, à la Bambane, hein, c'est une promenade en lyonnais, vous verrez que, bon, à tous les étages, ça tisse, hein, ça tissait, etc., partout. Alors, il y avait un bruit épouvantable, et ça pendant 14 ou 16 heures par jour. C'était les horaires habituels d'une journée de travail. Eh bien, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais à l'époque, plus il y avait du bruit, plus ils étaient heureux, les Croix-Roussiens. À cause du fait que le Canut est un sous-traitant. Quand c'est le silence, ce qu'ils appellent la meurtre, c'est qu'il n'y a plus de travail. Donc plus il y a du bruit, plus ils sont contents. Voilà. Ils ne se plaignent pas du bruit. Aujourd'hui, vous voyez, ça a changé. Hein. Merci.